toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo vendredi à 7h du matin. Je la tourne hier entre midi et 2. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, puisque chez les rois, on a le temps. Par contre, j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens sur YouTube et sur le Discord que c'est un petit peu dommage que je poste mes vidéos 12 heures plus tard, etc. Donc je réfléchis à un modèle pour pouvoir éventuellement moins frustrer peut-être certaines personnes plus ou moins expérimentées sur les crypto-actifs. Mais je vais essayer, pourquoi pas, essayer de trouver une solution pour vous mettre quand même quelques vidéos dans la semaine directement. Hein, je les tourne entre midi et 2, vous la postez à 14h, je pense pas que ce soit complètement fou et pas complètement impossible. Donc je réfléchis à un modèle, rassurez-vous, vous êtes beaucoup et nombreux, même si minoritaires, à me demander ça, mais vous savez, chez les rois, on n'oublie personne. Donc je réfléchis à un modèle comme ça, j'espère que je pourrai en rassurer certains. Également, j'ai fourché, en me réécoutant dans la vidéo d'hier, je me suis moi-même compris à comparer en fait Ethereum à Link, ou Link à Ethereum en tant que Ethereum killer. Effectivement, je ne voulais pas le comparer en termes de technologie ou en termes de réseau, mais je voulais le comparer en termes de market cap probable. Et ça m'a donné une idée par rapport, alors pas forcément une même market cap Link par rapport à Ethereum, parce que ça ferait une jolie poussée haussière pour Link pour le coup. Mais vous avez raison, hein, c'était très mal dit de ma part, donc on va rectifier. Vous êtes très nombreux sur le Discord à m'avoir repris, et je vous remercie, même dans les commentaires YouTube, donc je vous remercie bien évidemment, hein, c'est toujours très positif et bienveillant, je le sais, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça m'a donné une idée de pourquoi pas de vous expliquer un petit peu moi ma philosophie par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur la technologie blockchain en elle-même, et de savoir si éventuellement on peut aller dans une direction et quelle direction moi je pourrais éventuellement entrevoir, mais de façon extrêmement abstraite. Mais ça peut être intéressant peut-être de vous partager ce point de vue-là. On parlera un peu Layer 1, un peu Layer 2, et pourquoi pas Layer 3, qui sait. Et je pense que ça arrivera bien évidemment, une nouvelle couche qui devrait arriver prochainement. Ça va tellement vite que je ne serais pas surpris de le voir, mais chaque chose en son temps. Vous savez que les développements et la technologie, même si celle-ci est exponentielle, prend du temps bien évidemment pour être développée, pour être testée, et pour être mutualisée, et pour être, comment on dit ça, pour être... en termes de notoriété, ou diffuser, hein, c'est un peu l'idée, utiliser et diffuser, bien évidemment. On va parler de tout ça, je pense pas qu'on aura le temps donc de parler de quelques cryptos, j'essaierai quand même, parce que ça fait quelques temps qu'on me demande de parler de VRA et de Gala, de Dash, etc. Donc je vais essayer quand même de l'aborder, on verra. Si la vidéo dure vraiment trop longtemps, on le fera pas, mais on va peut-être le faire, on parle Bitcoin, bien évidemment, on commence maintenant. Allez, avant de commencer, je vous invite toujours, bien sûr, à rejoindre le Discord des Héros du Marché. On est plus de 4500 aujourd'hui sur le Discord. On s'approche même des 5000 membres sur le Discord, c'est incroyable. N'hésitez pas à le rejoindre, on est extrêmement bienveillant. On parle d'analyse technique, analyse chartiste, analyse graphique est fondamentale. Vous le trouverez le lien dans la description, et à l'intérieur vous avez une documentation que j'ai écrite il y a plusieurs mois maintenant et que je mets à disposition gratuitement. C'est ma stratégie, qu'elle s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie de risk management qui permet en fait de structurer et de rationaliser les prises d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Même chez les rois, vous savez, on est plutôt moyen, long terme, voire très long terme. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégnez, peut-être vous en inspirer pour que vous aussi vous puissiez trouver votre propre style d'investissement, que ce soit de l'investissement court terme, moyen ou long terme. Côté Bitcoin, je passe en weekly, parce que je trouvais ça intéressant de prendre un peu de recul sur Bitcoin. On voit que ça continue à pousser, on repasse plus ou moins au-dessus des 45 000 à l'heure où je vous parle, donc on est jeudi. On voit qu'au niveau du S&P 500, par rapport au contrat futur, on est un peu dans le rouge, mais on peut très bien faire de jolies pousses haussières. Et pareil sur le Nasdaq, on est plutôt dans le vert, donc dans le bleu pour moi sur des bougies bleues, mais plutôt dans le vert, c'est plutôt positif. Et on continue ces poussées haussières. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on lève les bras au ciel? Et j'alerte un petit peu sur mes miniatures YouTube, vous l'avez bien vu, que c'est un piège Bitcoin, attention, chute à venir, chute à prévoir, etc. Alors, c'est pas pour prédire quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous alerter qu'il faut attendre des choses, en fait, pour redynamiser, même si les indicateurs techniques nous disent que c'est de plus en plus positif, ça ne veut pas dire que ça ne redescendra plus. On est très probablement encore, à l'heure où je vous parle, juste dans un pullback. En réalité, c'est juste une correction haussière, mais qui tend, en fait, inlassablement à faire de nouveau plus bas, puisque la dynamique, entre guillemets, moyen terme, reste baissière tant qu'on ne vient pas restructurer ou reclôturer au-dessus de niveaux très importants. Exemple, les 382, les 618, etc. Et pourquoi pas un nouvel ATH. En cas de nouvel ATH, mais on n'y est pas du tout, à ce moment-là, ok, les planètes sont alignées, et puis en avant. Et vous allez me dire, c'est bien, mais malheureusement, on ne va pas attendre l'ATH avant de réinvestir sur le Bitcoin. Donc, est-ce que c'est intéressant maintenant d'investir dans nos cryptoactifs, entre guillemets, préférés? Chez les rois, on a le temps, oui, mais à un moment donné, il faut quand même aussi agir et se décider. Hein. Donc, ça, c'est très important.
Sur Ethereum, sur Bitcoin, c'est impossible pour nous d'acheter. Pour nous, pourquoi? Si on s'imprègne de la stratégie des 4 rois, puisqu'on est en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. Donc ça, c'est une première chose, et c'est un fondement même, ou une règle, voire une loi de la stratégie des 4 rois qui nous dit qu'on ne peut malheureusement pas acheter en dehors des zones de rechargement long terme. Je vous le fais sur Bitcoin, ou je vous le refais sur Bitcoin, on le fait très très régulièrement. C'est assez simple. Vous allez tirer votre Fibo par rapport à des précédents bottoms de marché historique. Vous allez tirer par rapport au précédent ATH. Et on pourra, nous, chez les rois, pour ceux qui l'utilisent, acheter uniquement à partir des 618 dans une première classe et dans une classe éco. En somme, entre les 10 000 $ et les 28 500 $. C'est à partir de là où moi, je commencerai à envisager des achats et des nouveaux investissements sur Bitcoin. Néanmoins, il y a beaucoup de crypto-actifs, et je vous ai dit dans la vidéo d'hier, en fin de vidéo, les cryptos dans lesquels j'avais renforcé mes positions, parce qu'on était en dessous des classes éco, voire des premières classes, avec des structures en WDLI, un regain de la dynamique haussière, même si court terme, pour essayer d'attraper très rapidement des 110%. Je le rappelle, quand j'investis dans le Bitcoin ou quand j'investis dans une crypto-actif, mon objectif, c'est pas de faire x10. Mon objectif, c'est de prendre le plus rapidement possible ma position, d'en fait sécuriser ma position. Et pour ce faire, j'attends des 110%. Après que le truc parte dans la lune, et il part dans la lune et je prendrai des tech profits au 1,618, 2,618, 3,618. Vous avez une vidéo là-dessus sur les retracements Fibonacci de A à Z dans la playlist pédagogie pour vous expliquer un petit peu comment moi je travaille sur le moyen long terme. Donc ça, c'était la première chose. Par contre, j'aimerais quand même, et on fera le Layer 1, Layer 2 sur Chainlink, Ethereum, mon avis en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse. Comme ça, je reste un petit peu focus sur Bitcoin en début de vidéo parce que c'est clairement ce qui vous intéresse. J'aime bien, moi, vous savez, de temps en temps tracer des traillines. Et ces trailines, j'aime bien les suivre. Je vais en tracer 2, en fait, sur Bitcoin, et on va essayer de reproduire une forme de fractale. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que c'est toujours le plus probable. Tant qu'on ne structure pas des choses derrière une trendline, et ce qu'on essaie de trouver derrière une trendline, je vais rester en weekly, donc on est plutôt sur le long terme, on va chercher, en fait, de structurer des W-bottom derrière des trendlines. Je vais prendre mes 2 précédents pics, je vais bien le faire, comme ça je prends mon petit aimant pour bien le coller, je vais le prendre ici, et je vais le prendre ici. Et tant que je ne structure pas par rapport à un W, alors weekly qui avait été confirmé, on l'atteste, mais il y avait aussi des M, par exemple, weekly, des M top en weekly qui avaient été confirmés, mais il y avait également des M top en daily, qui nous indiquaient d'une dynamique baissière court terme. Mais tant qu'on ne vient pas structurer derrière cette trendline un W, le plus probable, qu'est-ce que c'est de l'allonger. Et c'est quand même assez dingue de voir que notre petite trendline a quasiment été touchée ici. Juste là. Ok, vous voyez? C'est quand même assez chirurgical. Et derrière, on structure bien un W weekly pour retourner cette dynamique long terme baissière. Donc là, de ce M top en weekly, on l'a annulé avec un W bottom en weekly. Ça, c'était la première chose. Je reviens un petit peu en arrière. Mais si en fait, on ne faisait pas cette structure-là, qu'est-ce qui se serait passé? C'est très simple, on aurait très bien pu faire ce qu'on appelle des check-out ou des rebonds, donc on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On n'est jamais venu retester ce premier arrêt avant de l'avoir brisé juste ici, on l'avait testé juste là, je suis toujours sur Bitcoin en weekly, et le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et on peut en fait aller les chercher ces nouveaux plus bas tout en essayant d'utiliser la trendline. Et on peut aller tirer en fait des traits, tout simplement, des verticales, par rapport à des objectifs. C'est très simple, hein. Et on se dit, mais plus on avance dans le temps, plus on va chercher très très bas. Mais vous avez raison. Plus on va dans le temps, plus on va chercher très très bas. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas complètement fou d'aller chercher, je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, des lignes horizontales, par rapport à ces tags de netline, sur des objectifs de prix complètement théoriques. Donc on serait bien revenu dans une zone de rechargement d'achat, etc. Donc tant qu'on ne vient pas structurer de W de retournement, le plus probable c'est de longer cette petite trendline bleue. Vous la voyez bien, je vais la mettre un peu plus grosse, comme ça on la verra bien. Clairement un travail psychologique. Hein. Ouais, et on vient la chercher. Et à chaque fois on va chercher des objectifs de prix. Donc ici, on a les 20 000 $. Vous vous rappelez que tout le monde parlait des 20 000 $. C'est incroyable que ça vienne pile longer cette trendline. Après on allait un peu plus bas. 14 000 $. Vous vous rappelez que beaucoup de personnes parlaient des 14 000 $. Et 14 000 $, regardez, c'est quoi? C'est exactement, mais de façon tellement chirurgicale, la neckline de cet énorme W mensuel. Vous voyez à quel point c'est quand même dingue. Hein, ça vient pile dessus. Ensuite, on va encore plus loin. À chaque fois, je déplace d'une bougie. On imagine qu'elle n'existe pas, ces bougies. Hein. On les suppose, les bougies. On va faire le même exercice à côté. Et derrière, vous avez ici, juste là, et puis après, néant. Hein. Après, Bitcoin à 0, mais vous avez compris un peu l'idée. 5 500 $. 5 500 $,
ancienne cassure, mais toujours, je trouve ça juste dingue, regardez ça, juste là, pardon, voilà, juste ici, c'est pile par rapport à des anciens bottoms de marché, cassure, structure derrière, et on revient pile chercher une clôture weekly de notre crade Covid. Incroyable, hein? D'accord? Donc à ce moment-là, maintenant qu'on sait ça, tant qu'il n'y a pas de structure, donc à chaque fois on aurait attendu une structure derrière en weekly, une structure derrière en weekly ou une structure derrière en weekly. Tant qu'on n'a pas ça, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. La réalité elle est là, d'un point de vue chartiste. Le plus probable, d'un point de vue technique, c'est de faire un nouveau plus bas. Je reviens un petit peu en arrière. Et à ce moment-là, je vais tracer mon Fibo et on va essayer d'encadrer par rapport à des précédents bottoms. Mais on peut très bien le prendre à zéro. Hein. On va même le faire parce que tout vaut zéro et pourquoi Bitcoin passera au travers. Mais regardez à quel point c'est juste magnifique. On va bien chercher des zones éco-classes entre mes 618 et mes 786, ici. Et on vient bien chercher des premières classes, voire juste en dessous, entre les 786 et les 886. Première classe. Juste là. Voilà, comme ça vous l'avez bien. Et dans l'idée, comment on fait pour structurer de l'investissement? On peut imaginer mettre un tout petit ordre ici, voilà, sur les 22 000 $ par exemple, remettre un tout petit ordre pile sur mes 786. Là, j'utilise la stratégie K3 pour investir en mode DCA, à partir duquel moi je pourrais commencer à investir parce que c'est bien revenu dans une classe éco. Et vous allez voir, le travail, on va faire exactement la même chose juste après. C'est assez intéressant. Derrière 14 000 $, et puis ensuite on aurait très bien pu aller mécher ou retravailler une espèce de ligne de coup d'un précédent W daily cette fois-ci, mais ici sur les 7 000, 5 000 $, et attendre une magnifique structure de retournement weekly pour pouvoir doubler la position sur Bitcoin. Moi c'était clairement mon idée quand c'était la fin du monde là, c'était ce que je voulais faire. Moi ça me dérangeait pas en fait que ça revienne dans le néant ou dans les abysses, puisque j'avais en fait plus de 65% de cash à ce moment-là. Bien sûr, j'avais pris des coups derrière la tête par rapport à mes cryptoactifs, mais je vous rappelle que j'avais shorté massivement, on le reprendra ça, j'avais shorté massivement ici pour protéger l'intégralité de mon capital. Je m'explique. J'ai 10 000 $ juste ici. J'ai shorté en levier x10 pour couvrir mon capital. En somme, si je prends un short pour couvrir mon capital ici, de 10 000 $, si le Bitcoin se retrouve ici, sans structure, j'aurai toujours 10 000 $. S'il se retrouve ici, j'aurai toujours 10 000 $. Et s'il se retrouve ici, j'aurai toujours 10 000 $. Puisque mon short aurait couvert l'intégralité de ma position. J'y reviendrai. Promis, j'ai dit que je le ferai dans la semaine. Je vais vraiment essayer de le faire. Voilà pour ça. C'est pour ça que je protège et je hedge mon portefeuille. Évidemment que si... j'aurais pas acheté du Bitcoin là, mais dans l'idée, si j'avais un portefeuille ici d'un montant de 10 000 $, bah ici, je l'aurais trouvé à 10 000 $. C'est ça qu'on cherche. On n'a pas envie de rendre l'argent. Vous imaginez bien que vous avez acheté du Bitcoin ici, vous êtes les rois du monde. Si on revient ici, c'est quand même dommage. Mais je vous le dis, ça arrive tout le temps sur les cryptoactifs. Sur plein de petites crypto-monnaies. Prenez EOS par exemple ou LSK, je vous en ai parlé hier que j'avais rechargé. On est quasiment revenu sur une neckline d'un W weekly de 2020. Vous voyez que les gens qui avaient acheté du LSK en 2020, je vous le montre, c'est fou. Il faut faire très attention à ça, ne rendez surtout pas l'argent, entre guillemets. Hein. Mais regardez, vous avez acheté exactement ici, roi du monde, du LSK. C'était en 2021, même avant, on peut même venir ici en avril 2020. Vous n'avez pas pris vos profits, donc vous avez quand même perdu indirectement, vous avez des magnifiques structures, là, hein, comme c'est bon, petit check-out, hein, dernière arrivée, première sortie, vous connaissez les rois, vous allez chercher du 500, 600, 700, 800, 800%. Prenez vos profits dans la montée, parce que celui qui a acheté du LSK il y a 2 ans en arrière, il est bien embêté maintenant. Il a fait une performance, mais quasiment nulle. Nulle jusqu'à preuve du contraire. Enfin, juste avant, c'était nul. Mais là, vous êtes à plus combien? Voilà, plus 24%. Donc vous avez loupé 800% de hausse pour finalement vous retrouver, parce que vous n'avez pas pris vos profits, à 24%. Super. Très intéressant. C'est génial, la blockchain. Ou les cryptoactifs, ou les marchés financiers. Et ça, ce sont des cycles. Et ça arrive tout le temps. Jusqu'en 2030-2035, on va peut-être en vivre 4 ou 5 des cycles comme ça, sans problème, à revenir quasiment à des points de position, etc. Donc, dans ce sens-là, est-ce que c'est intéressant ici sur LSK d'acheter? Oui, c'est intéressant. Les plus prudents et les plus patients attendront une jolie structure en weekly, puisqu'il faudrait bien annuler ce M-top en weekly. Voilà, ça c'est super important. Je reviens en arrière. J'efface tout, on s'en fiche un peu. Je reviens sur mon Bitcoin. On fait le même exercice qu'on vient de faire, mais juste à côté par rapport à notre élan. On va prendre la même chose. Vous avez vu qu'on avait pris ici,
et juste là par rapport à notre deuxième bougie. On va faire la même chose. On prend ici et on va prendre par rapport juste là à notre deuxième bougie. Ok. On y est bien. On le fait proprement. Ah mais non, j'avais plus mon petit curseur, pardon. Parce que si on le fait pas proprement, ça sert à rien. Voilà, je l'ai. Super. Bon, à partir de maintenant, est-ce que j'ai une structure ou pas en weekly derrière ma trendline? La réponse est non. Est-ce que j'ai une structure en daily? Certains ont dit oui. Pour moi, c'est un V-bottom en daily. Mais ça marche pas à 100% des cas. Et je joue en fait, moi, les probabilités. Donc maintenant, le plus probable, tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus du premier arrêt, après je ferai juste un petit tour chez Ethereum parce qu'il y a des choses jolies quand même si c'est très corrélé, tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable, vous vous rappelez, c'est de faire un nouveau plus bas. Et ben on va essayer de les chercher par rapport juste à une trendline basique qu'on a tracée en weekly, ces points de repère et ces points d'appui. C'est génial. J'ai fait ça ce matin, je trouvais ça super, je voulais absolument vous en parler. On va les prendre, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies. Vous sentez déjà que ça va être un peu plus dur de faire descendre ce prix. Hein. Alors, est-ce que c'est fondamentalement logique ou est-ce que c'est complètement irrationnel ce que je suis en train de vous dire? Mais entre ici, c'était fin du monde, ici, ça va être plus compliqué d'aller faire des plus bas. Mais néanmoins, on a des très très bonnes localisations aussi derrière. Regardez, je prends juste là, on reviendrait pile sur les 35 000 $. Ah, intéressant. Je reprends juste ici, on reviendrait pile sur les 32 000 $, etc., etc. Vous avez compris un peu le système. On reviendrait en dessous, vous reviendrez en dessous. Mais tant qu'on ne structure pas un vrai W ou comme ça derrière la trendline, malheureusement le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Donc vous voyez qu'il y a quand même de la résistance. Hein. On peut revenir plusieurs fois, longer en fait cette trendline. Voilà, c'était très important et je voulais absolument vous montrer ça. Dans le cas d'un nouvel ATH, c'est gagné. Exemple, ici. C'est pour ça que si on fait un nouvel ATH, c'est super. Mais je prends la même chose juste là, d'accord? Ici, vous avez bien un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés comme c'est bizarre, l'idée. Mais vous avez bien eu un nouvel ATH, ok. Nouvel ATH, continuation haussière. Et on l'a bien vu qu'il y a une continuation haussière. On a fait une jolie perf jusqu'au précédent hausse, plus 50%. C'est quand même pas rien. On n'a pas les 110, mais on était complètement en dehors d'une zone de rechargement long terme. Vous avez compris un peu l'idée. Mais les V-bottom sont menés à être retestés. Donc on est bien venu le retester ici. On fera juste le même exercice sur Amazon. C'est très très intéressant sur Amazon par rapport à des retests entre Ethereum et Amazon ou Apple d'ailleurs. C'est assez similaire. Ok pour ça. Donc plus de résistance. Bien évidemment, ça va être plus difficile de faire flusher le cours. Mais clairement, si vous pensez qu'on ne retrouvera jamais entre guillemets du Bitcoin à 39 000 $ à court terme, bon, je vous ai dit que je me mouillais un petit peu il y a 3 jours. Je pense qu'on va pouvoir probablement racheter du Bitcoin à 40 000, quoi. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. On est dans l'incertitude totale. Prenez la vidéo de Karen que j'ai postée sur le Discord hier, sur Karen Perwal. Mince, c'est Perwal, c'est ça, hein, c'est Karen. Bon bref, Karen qui est une professionnelle et très expérimentée sur Ichimoku Kinkuyo. Bon bah bref, je m'en sers moi comme billet de confirmation ou billet psychologique supplémentaire, mais plutôt billet de confirmation, et effectivement elle est dans mon sens en disant qu'on est actuellement au milieu de rien, et on n'achète surtout pas en dessous des résistances. Ça veut dire quoi ne pas acheter sur les résistances? C'est exactement ça sur résistance. Là vous avez une énorme en fait résistance. Voilà, on a, même elle est plus basse, pardon. Juste ici, voilà, elle est là, notre résistance qu'on avait. On n'achète pas sous les résistances. La clôture n'est pas finie, je suis en weekly, hein, mais on peut très bien clôturer la semaine en dessous de cette résistance, en dessous des 43 500 $. On est qu'à 44 600 là. Ok? Ça fluctue, c'est volatile le Bitcoin. Bon, ça c'était la première chose. Maintenant, au niveau de nos indicateurs MACD, etc., on voit que l'OBV redevient légèrement croissant, ça c'est très intéressant, mais on est baissier. Pourquoi on est baissier? Parce que beaucoup de traders ou investisseurs professionnels sur les marchés traditionnels vous dira si mon RSI 21 crosse en dessous des 50, c'est baissier. Alors ils ont raison, hein. Regardez, hein, vous voyez bien ici qu'on est devenu baissier sur notre RSI. Au même titre que ici, c'était fin du monde, on est devenu baissier. Mais on était vraiment baissier. Enfin, même la mentalité était baissière à ce moment-là. Mais techniquement, on ne peut plus en fait investir là-dedans, puisqu'on est baissier. Regardez, hein, on est bien en dessous. Hein. On fait des nouveaux plus bas, on a structuré sur le RSI en 21 période une énorme structure long terme baissière. Hein. Donc la force du mouvement, entre guillemets, est dans les mains des vendeurs à long terme. Je parle de la force du mouvement, la dynamique du mouvement, pas la dynamique de prix. Parce qu'on a en fait en réalité une divergence. Pourquoi on a une divergence? Parce que vous voyez qu'ici on baisse alors que sur le prix on monte. C'est ce qu'on appelle des divergences haussières très dur à dire ça. On le refait. C'est ce qu'on appelle les divergences haussières cachées. Voilà. Excusez ma dyslexie.
Tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis une petite doc dans le Discord par rapport à ces petits indicateurs techniques. Donc, néanmoins, sur mon MACD, c'est quand même très, très intéressant, puisque si on vient structurer, on n'y est pas encore, hein, il nous faudra 3-4 bougies, 3-4 semaines. C'est pour ça que je vous dis, chez les rois, on a le temps. 3-4 semaines, c'est 3-4 semaines. Okay, là, à ce moment-là, on aura un signal énormément fort, entre guillemets, pour dire, ok, la dynamique interne en weekly sur Bitcoin redevient totalement haussière. Actuellement, elle est neutralisée. Pour moi, elle est neutralisée. On est en train de compresser. Pourquoi on compresse? Pourquoi on comprime actuellement? Parce qu'en fait, on est dans un énorme range, tout simplement. Voilà, on est dans un énorme range, même un biseau ascendant. Et le plus probable, c'est d'aller chercher le haut du range, pourquoi pas un nouvel ATH, pour repartir en bas du range. Ok? Intéressant, hein? Je vous le remarque mieux. C'est Georges qui l'avait partagé, et je l'avais partagé il y a longtemps aussi, mais on a à peu près les mêmes... J'utilise Georges aussi comme billet de confirmation. Vous avez cet énorme biseau là, hop, un truc un peu comme ça. On va le mettre un peu comme ça, voilà, ici exactement. Et vous avez ce biseau juste comme ça. Vous avez un énorme biseau ascendant. Hein. Tac, 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 vous avez compris l'idée. Hein. Bon, l'avantage, c'est que ces énormes biseaux ascendants, c'est haussier. Il y a plus de probabilité que dans ces biseaux ascendants, on soit haussier. Vous avez exactement la même chose, par exemple, en petite time frame, je ne sais plus trop, mais imaginons, je vous le fais comme ça, vous avez un biseau ascendant. Le plus probable, c'est que ça fasse ça, ou le plus probable, c'est que ça fasse ça. Le plus probable, c'est bien que ça fasse ça. Hein. Vous avez bien un biseau ascendant. Et vous pouvez le prendre sur des time frames énormes. Hein. En weekly, ça marche très bien. Hein. L'analyse chartiste en weekly, ça marche très bien. Et moi, j'adore utiliser l'analyse chartiste en weekly. Voilà pour ça. Ça, c'était côté Bitcoin. Donc, je ne dis pas qu'on va faire des nouveaux plus bas. Je ne dis pas qu'on va aller dans les abysses. Je dis juste que c'est pas le moment en fait, de lever les bras au ciel. Soyez patient et attendez des belles structures. Honnêtement, pour être honnête avec vous, hein, je le refais juste avant par rapport à cette fractale. Est-ce que c'est vraiment important d'acheter? Imaginons que juste ici, là, je vais enlever ça, on est ici. Imaginez, je ne dis pas qu'on y est, je ne dis pas qu'on n'y est pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas faire ça. Ok? Mais dans le cas où la probabilité nous dit que tant qu'on ne vient pas casser le premier, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas, sauf si on structure un énorme double bottom en weekly, bah, honnêtement, acheter ici ou acheter sur le break ici, vous allez perdre quoi? Attendez un truc comme ça. Soyez patient si vous voulez réinvestir dans le Bitcoin. Soyez patient, vous avez le temps, il n'y a aucun souci. Même si c'est un peu pessimisme, le cas spécial revient un petit peu positif, mais c'est pas la Bérésina non plus. Hein. Et voilà, soyez patient, pour l'instant on est au milieu de rien, ça traite pas. Hein. Sur les influenceurs que je suis, professionnels, traders, etc., ça traite pas. Ça prend du recul. Donc on se comporte de façon rationnelle, on prend du recul, et ça sert à rien d'investir massivement ou se surexposer sur ces niveaux de prix. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. Aucun conseil, juste une préconisation. On fait le même exercice sur Ethereum si ça vous dit. Regardez, j'ai pris le bottom ici. Et j'ai fait exactement la même chose. Hein. Vous voyez, j'ai pris ma mèche ici et le bas de ma mèche. Je vais le mettre un peu plus large. Et est-ce que c'était complètement délirant ou pas d'aller chercher des zones de prix complètement théoriques? On prend celui-là. Hop, on prend celui-là. Hop, etc., etc. Vous avez compris un peu l'exercice. Hein. On va le prendre plutôt là, c'était plus marrant. Voilà. Ou même ici, c'était pas mal. Et puis c'est exactement pareil. On revient, mais... Moi, je trouve ça dingue à chaque fois de tracer ces trucs-là, à quel point on a l'impression que c'est toujours pareil. On vient juste en dessous d'énormes résistances ici. On va un tout petit peu plus bas, on s'arrive à 570$ sur Ethereum. Et après, en bas, c'est 0, quoi. Voilà, moins 200, on va dire, ok, Ethereum, au revoir. C'est pas le plus probable, mais regardez à quel point c'est chirurgical, quoi. On vient chercher des zones là où ça travaille, des zones où ça avait travaillé précédemment, c'est magnifique. Est-ce que ça aurait complètement été délirant de trouver un Ethereum à 488$ qui en fait reforme une jolie structure juste ici avec des énormes W mensuels. On a un magnifique W mensuel juste ici sur les 450, entre les 450 et les 550$. Complètement réaliste. Quand on était ici, c'était Ethereum à 500 balles. Hein. D'accord? On s'y perd pas, mais c'est clairement ce qui avait été annoncé. Ok, on fait le même exercice maintenant? Et ben c'est pareil. On retrace notre petite trendline. Je veux remettre mon aimant. Et on a exactement la même chose. Sauf que là, c'est incroyable. Voilà, un peu comme sur Bitcoin, on est mais loin de la partie. Alors, j'ai tendance à dire qu'on a tendance à mettre des trendlines qui nous arrangent le plus. Donc, je ne vais pas prendre en compte... Alors, pardon, j'ai dit une bêtise, c'était ici. Donc, pareil que sur Bitcoin, on est quand même très loin. En somme, on peut très bien continuer à ranger, ok, avant de structurer, en fait, un W derrière la trendline. Donc j'ai bien pris mon point ici. Je regarde si c'est bien fait, hein, parce qu'il faut être vraiment précis. Voilà, juste là, j'ai bien mon aimant et juste là. Ok. Donc on voit bien qu'on longe les trendlines, on est sous la trendline et pour l'instant weekly,
entre guillemets, si on l'utilise des trendlines comme biais momentum, on est baissier. Puisqu'on se trouve, on évolue en dessous de la trendline. Donc on peut très bien continuer à faire toujours des plus bas, jusqu'à temps qu'on brise la trendline par le haut. Alors, je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas aller chercher cette trendline, hein, comme ceci. Regardez, on va aller la chercher cette trendline. Tac, comme ceci. Ici. On se retrouverait où? Bah, c'est assez dingue qu'on se retrouverait exactement, pas moi qui le dis, hein, exactement, en dessous en fait, une énorme résistance d'une clôture de M-top weekly, un M-top hebdomadaire. Regardez, juste ici, par rapport à ces clôtures, voilà, juste là. Mais c'est vraiment, on est dessus, hein. Je l'efface celui-là. Comme ça, on le regarde bien, on est précis. Je suis en weekly, mais on peut être précis. Mince. On est précis, mais c'est intéressant. Juste là. Voilà, j'aimerais l'effacer ça pour qu'on voit bien. Vous voyez, ce petit cross là, on vient exactement en dessous de cette précédente petite tag là. Ça a été racheté, et on a clôturé cette énorme bougie juste en dessous. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas revenir. En fait, tester cette netline d'un précédent M-top. Au même titre qu'on va tester des netlines de W bottom, bah, il n'est pas complètement déraisonnable de dire qu'on va tester une netline d'un précédent M-top. Ok, ce serait exactement la même chose, plus probable, faire un nouveau plus bas. Tant qu'on ne vient pas structurer un énorme W derrière notre trendline. C'est ça qu'on attendra. C'est exactement ça et clairement ça qu'on attendra. Donc j'ai pris cette trendline parce que j'ai pris les hauts des 2 dernières bougies. Vous pouvez prendre d'autres trendlines. Comme j'ai fait l'exercice précédemment en faisant ça, bah, on essaie de la garder au maximum. Si on prend sur ce billet de confirmation, on essaie de garder en fait cette idée-là sans pour autant la changer. Parce qu'après, vous en avez plein, vous dites, oui, mais regardez, si on fait comme ça, ici, on est peut-être en train de structurer. Oui, bah prenez-la aussi comme ça, il n'y a pas de problème. Mais structurer quelque chose derrière à ce moment-là et gardez-la. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de nouveau plus bas, tant qu'on ne vient pas structurer un énorme W derrière la trendline. Alors, on m'a dit aussi, on est en train de travailler, on a clôturé au-dessus du premier arrêt. Oui, sur Ethereum, très positif. C'était important qu'on en parle. Je l'ai partagé sur le Discord. Mais vous avez raison, on a bien clôturé la bougie verte donc de mercredi, ici, au-dessus du premier arrêt. Or, ce qu'on attendra quand même, c'est une acceptation du prix au-dessus du premier arrêt. En somme, une autre bougie au minimum au-dessus de ce premier arrêt. Il faut que cette bougie donc soit bleue jusqu'à preuve du contraire. Okay, parce que si on fait une réintégration et on clôture en dessous du premier arrêt, c'est juste une chasse à la liquidité. Et vous voyez qu'il y avait une petite chasse à la liquidité. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller dans la journée hein, ou ce week-end aller chercher des poches de liquidité complètement logiques ici. Mais on ne voudra pas avoir une réintégration. Parce que sinon, ça voudra dire tout simplement baissier. Pure chasse à la liquidité. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher un bas de range, restructurer des choses derrière, faire un énorme W en weekly, ce serait formidable, et qu'on aille se chercher un énorme zone de rechargement d'achat court terme. Ici. Hop, vous voyez, je l'ai bien tracé là, entre les 118 et les 586. Je ne dirais pas qu'on n'y est pas. Je veux juste pas qu'on vienne clôturer, moi. Ça m'embêterait en daily qu'on vienne clôturer en dessous des 2590. Parce que ça veut dire que bah, c'est vraiment continuation baissière probable, quoi. Hein, je veux vraiment qu'il y ait de l'acheteur là-dedans, mais de l'acheteur en spot. Pas du levier. Si on commence à avoir du levier rentré, je dis pas que ça va le faire. Je dis pas que le Ethereum ne peut pas faire ça ce week-end. Je dis juste que si on commence à avoir le cours baisser, je veux pas voir des leviers d'achat se mettre en place ici. Parce que le plus probable, clairement, c'est d'aller plus bas. Et le marché s'en fiche de là où va le cours. Le marché va chercher des poches de liquidité logiques. Donc s'il y a plus de poches de liquidité ici que ici, bah, le cours ira ici. Hein, et fera un nouveau plus bas. Basta. En veillant, bien évidemment, à ne pas clôturer en dessous de ces précédents lots. Parce que le signal sera très mauvais. Sinon le signal sera très mauvais. Je m'explique sur Bitcoin. Je voulais vous le dire aussi. On n'y est pas, mais comme ça, vous avez vraiment ma psychologie. Et si on vient clôturer en dessous ici, c'est un signal mondial pour dire, ok, tout est baissier. On remettrait, et ça fait plusieurs semaines que je vous dis, on remettrait la dynamique de prix, en fait, haussière, long terme, en cause. Donc, en somme, alors pardon, c'est un peu plus monté, mais c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Ici, si on vient clôturer en dessous de ces précédents lots, bah ça fera très probablement la même chose que ce qui s'était passé juste là. Je vais repasser en weekly, on le verra mieux. Ici. Hop, par rapport à des précédents lots. Ici. Vous voyez, on accélère en fait la chute. On accélère très très fort la chute là. Pareil ici. Vous voyez, juste là, on a exactement la même chose. Voilà, ici. On avait en fait des semblants de précédents lots, juste là. On structure, et là en fait on a une accélération de la baisse. Toujours. D'ailleurs,
Très intéressant aussi. Donc attention à ces précédents lots, moi je les surveille, même si aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même contexte que 2017. En somme, la smart money est massivement rentrée. On ne parlait pas d'Elon Musk en 2017 sur le Bitcoin. Hein, donc il y a des choses qui ont changé, on est toujours dans le biseau ascendant. La résolution d'un biseau ascendant reste haussière. Donc je ne le dis pas. Par contre, on pourra avoir des accélérations en train de capitulation si on vient clôturer en dessous des précédents lots. On vous l'a dit, hein, en fait cette mèche-là, on vous l'a annoncé juste ici, regardez. Je vous le remarque, vous avez tous ces précédents lots, regardez. Juste derrière, voilà, on vous a dit, on clôture ici, c'est terminé. Derrière, ça a perdu, pardon. Il faut être vraiment attentif à ces signaux. Au plus bas, on a reperdu 43%. Dernière chose que je voulais vous montrer sur le Bitcoin. Elle va être longue, cette vidéo. Donc peut-être j'ai vraiment envie quand même de vous parler des Layer 1, etc. On avait beaucoup parlé d'une EMA 9 et EMA 18 en daily par rapport à un retournement de momentum haussier, donc une confirmation momentum. On peut aussi l'utiliser, si vous voulez, en weekly. Bien évidemment, ça fonctionne très bien. Et on va regarder la dernière fois que ça s'était passé d'avoir ce retournement. On est juste ici, on est le 12 mars 2018, on vient d'avoir ce cross en weekly d'un billet de momentum décroissant. Hein, on a bien crossé notre EMA 9 par rapport à notre EMA 18. Regardez ce qui se passe derrière. Le plus bas, en fait, s'est trouvé à moins 70%, moins 67%. On recrosse ici, et on fait une continuation haussière. Derrière, je vais rester là. Je vais enlever l'automatique. On recrosse ici. D'accord? On le décrosse, et on recrosse même pas d'ailleurs. Intéressant. Ah si, on recrosse ici. Donc techniquement, alors celui-là, je vais pas le prendre. Enfin si, d'ailleurs, je vais le prendre. On le prendrait pas. Ici, ça a crossé, et j'ai perdu 30%. Derrière, on recrosse. Ici, j'ai perdu 50%. Donc 65%, 30%, etc., etc. Ensuite, ça part ici. On prend 400 000%. On a revu ici que ça avait crossé en weekly notre billet momentum. EMA 9, EMA 18. Combien on perd? 50%. 34%. Ok. Donc on imagine que par rapport à ça, on vient de crosser ici. Hein. Ok? On a crossé. Et on pourrait perdre entre 30 et 50%. On a perdu 30%. Si on vient à perdre 50%, on serait juste en dessous de nos précédents lots. Est-ce que c'est une fractale ou pas? Est-ce qu'on est actuellement dans le même titre que 2017 ou 2018? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure de retournement M-top ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'ici, nous avons des bottoms type provisoire. Puisque depuis ce cross, on a exactement perdu la même chose sur cette fractale. La dynamique reste totalement haussière. Ok? Donc c'est pour ça que je réponds à la question d'un membre du Discord. Actuellement, je ne vois pas Bitcoin partir en dessous des 29 500 $. Et j'ai aucune indication qui me l'indique. Rien du tout. Même si techniquement, le plus probable, c'est de faire de nouveau plus bas. Mais dans les fractales qu'on peut retrouver par rapport à ces momentum, mais bien évidemment qu'on attendra ce cross-là. Et d'ailleurs, attendez-le, ce cross-là. Ok? On avait crossé ici. Donc ici on crosse, ici on attend. Vous voyez que peut-être que là, on est peut-être exactement ici. Mais attendez d'avoir le cross. Vous avez une super confirmation ici. Et même si on vient retester sur les 39 500 $, notre Bitcoin, sur un check de la neckline du précédent W bottom, super entrée. En somme, ceci. Tac. Et continuation haussière. Vous l'aurez. On a le temps chez les rois. Donc, voilà, juste pour vous prévenir que je sauterai pas, moi, sur les altcoins ou sur le Bitcoin, puisque j'attends un petit retracement, pas forcément profond, ça peut partir plus haut et je peux me tromper, ça ne me pose aucun problème, mais je serai patient pour recharger. Alors, je l'ai dit aussi dans le Discord, bien évidemment, j'ai des positions de pending exécution. Si Bitcoin revient vers les 39 000 $, là où il y a des poches de liquidité complètement logiques, je viendrai en fait positionner des ordres qui sont en attente sur des altcoins que je recherche. Voilà. Donc j'attendrai du moins 15, moins 20% quoi, sur les altcoins pour pouvoir les racheter moins cher. Je ne vais pas les acheter 20% plus cher, puisque je pense que ça va redescendre très probablement de 12, 10, 12, 15%, voire 20% sur Bitcoin dans les prochains jours. C'est mon avis, je me mouille, ça ne me dérange pas du tout. Voilà pour ça. On fait un tout petit tour sur order flow, très rapide. On voit qu'on devient un tout petit peu positif. Ok, au niveau de notre funding, c'est plus ou moins positif. Je suis en daily. Ici, on a recrossé plutôt positif. On a un tout petit regain, mais très très léger au niveau de notre open interest. Il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs qui arrivent en retard et qui probablement, dernière arrivée, premier sorti. Vous connaissez l'adage, il n'y a aucun problème. J'aimerais vraiment voir ici, en fait, dans cette montée, et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, du rouge. Je voulais vraiment voir un funding négatif.
C'était important pour moi de voir ce funding négatif parce que ça m'aurait vraiment indiqué, et ça nous aurait indiqué avec un grand N, que le marché est très pessimiste, qui ne croit pas en cette montée. Or, j'ai bien l'impression qu'on croit en cette montée. Donc, le marché fait très généralement le contraire de ce que la majorité pense. Si la majorité croit en cette montée, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller refaire un tout petit tour vers le bas. Voilà, pour ça. Aucune certitude, bien évidemment, et on reste là-dessus. Je finis juste sur ma psychologie. Je voulais vous montrer un truc sur Amazon, pareil. On pouvait faire c'est l'exact même exercice en weekly sur Amazon, c'était assez sympa, mais on va pas le faire, mais vous avez compris un peu l'idée. Amazon, c'est bien, hein, mais on est juste en train de retester une neckline après son M. Je vous l'avais montré sur Bitcoin juste avant, mais on est en train de retester tout simplement une netline. Par contre, si on vient à faire un nouvel ATH, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un V-bottom ici. Les V-bottom sont menés à être retestés. Donc, soyez patients, ils viendront peut-être tôt ou tard à être retestés, ces V-bottom, très régulièrement. C'est d'ailleurs ce que j'avais vu, me semble-t-il, sur Ethereum. Où est-ce que je l'avais vu, ça? V-bottom retesté que je voulais vous montrer absolument. Je sais plus. C'est pas grave. Ok. V-bottom retesté, ok, ça a été retesté. Bon, je sais plus, j'avais vu un truc, je voulais vous en parler. C'est pas grave, je le retrouverai dans une prochaine vidéo. Concernant tout ce qui est... voilà, j'ai dit dans la vidéo d'hier que Link était éventuellement un Ethereum killer. Alors, Ethereum killer, pas par rapport à la technologie, mais plutôt par rapport à la market cap. Pourquoi pas, en fait, atteindre 10% de la market cap de Ethereum vis-à-vis de Link. Aujourd'hui, Link, c'est pas une énorme market cap, on va aller le voir tout de suite ensemble. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 milliards au niveau de Ethereum, et Link, c'est quand même beaucoup moins. Hein, on est sur 18 milliards, moi j'y étais déjà. Voilà, 18 milliards de market cap. En somme, aujourd'hui, si on vient à 10%, ça ferait 50 milliards. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 2%, 3%. Hein, aujourd'hui, la market cap de Chainlink. Chainlink est un oracle. Mais je vais revenir un petit peu dans l'idée. Comme ça, ça permet de remettre le contexte le contexte et prendre un peu de recul sur tout ce qui est technologie blockchain. Moi, j'ai un avis peu tranché, en réalité, puisque je regarde moins les fondamentaux et plus la technique. Je pense qu'on est au début de quelque chose, mais pas par rapport à une technologie, mais plutôt par rapport à une acceptation. On voit en fait une acceptation relativement exponentielle d'un point de vue État avec le Salvador par rapport à la technologie blockchain ou la monnaie numérique Bitcoin, pardon, et par rapport à tout ce qui est en train de graviter autour des startups, et notamment de la Silicon Valley, que tout le monde se barre de chez Google, de chez Apple, etc., pour aller créer des projets blockchain. Donc ces mouvements-là, on les a assez rarement vus, que les jeunes en fait sortaient des boîtes, des grosses sociétés comme IBM, pour aller se mettre dans la Silicon Valley et créer leur propre startup type Google. Vous comprenez ça, c'est important. Et on a l'impression de vivre à peu près les mêmes choses, mais maintenant ça s'est retourné contre les startups, et les startups, enfin qui ne sont plus des startups, Google n'est plus une startup, ou Facebook non plus, vous imaginez bien. Et maintenant, ces jeunes-là et ces jeunes talents, mais c'est des génies pour la plupart, partout dans le monde, partent de ces boîtes-là, où ils sont extrêmement bien payés pour se mettre dans le rouge et pour créer des projets blockchain. Parce que c'est dans leur ADN et puisqu'il y a la hype, ou parce qu'ils ont des raisons propres à eux qui sont probablement très personnelles. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont créées. Moi, j'imagine en fait un petit peu ce réseau blockchain comme un réseau dit décentralisé. Au même titre qu'Internet. Internet à la base, je ne le mets pas sur le même pied d'égalité puisque Internet est immuable pour moi. Internet est en dessous de tout. C'est un petit peu l'océan, si vous voulez. Vous avez la Terre avec les montagnes, etc. Donc ça peut être des layers 1, des layers 2, tout ce que vous voulez, tout le relief. Donc le relief, pour moi, c'est tout ce qui gravite autour d'Internet. Et Internet, c'est la mer. En dessous de la mer, il y a des choses qui se sont faites, mais la mer était bien là avant, entre guillemets, si vous voulez. Donc c'est à peu près mon idée. En dessous, donc vous avez Internet, mais Internet, je le sors un peu de ma psychologie. Je vais prendre en fait tout ce qui est réseau. Si vous voulez, lors d'Internet, on a essayé de faire communiquer dans les fin des années 60 deux ordinateurs entre eux. Donc en fait, c'est de ce mot Internet est venu en fait l'idée de réseau, de connecter en réseau deux choses, deux machines, tout simplement pour les faire communiquer. Mais au même titre qu'on a utilisé une souris ou un clavier pour essayer de communiquer avec un ordinateur, une unité centrale, à travers un processeur. Mais on n'est pas là, on n'est pas dans la droite, on est plutôt au-dessus. On est plutôt dans l'idée même de réseau. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a un réseau centralisé et il y a un réseau décentralisé. L'idée de réseau décentralisé, c'est pas nouveau, mais blockchain, entre guillemets, le réseau dit blockchain décentralisé est une nouveauté par rapport à un échange de valeurs. Et à la base, c'était ça, Bitcoin. C'était de pouvoir échanger de la valeur entre deux paires sans tiers de confiance. C'était ça l'idée. Après, il y a Ethereum avec Buterin qui est arrivé et qui a dit « Mais moi, j'ai une super idée. Je vais utiliser et m'imprégner de la blockchain, entre guillemets, ou de Bitcoin, de l'intelligence Bitcoin, pour créer autre chose. » Et lui, il a eu l'idée de génie, qui aujourd'hui est relativement bien saluée par ses pairs, c'est ce qu'on appelle les smart contracts.
c'est complètement enfin c'est pas complètement différent, mais c'est quelque chose, c'est autre chose. Toujours sur une technologie blockchain. En somme, les Layer 1, vous avez Bitcoin, vous avez Ethereum, vous avez ADA. ADA Cardano, c'est également une blockchain. Vous avez Solana, vous avez Polkadot, vous avez Waze également. Donc tout ça, ce sont clairement des blockchains, des Layer 1, dans cette idée de réseau dit décentralisé. Et on passe sur une couche supplémentaire. Pour moi, ces blockchains-là, je le mets à peu près au même pied d'égalité si on parle plutôt de réseau centralisé que Google ou que Apple. Okay, vous voyez, Google, ils ont des serveurs, donc c'est centralisé. Apple, c'est des serveurs, c'est centralisé. Et je me mets en fait au même niveau. Je me trompe peut-être, mais dans mon schéma intellectuel, c'est comme ça que je l'imagine. Vous allez mettre Apple, la blockchain, donc Ethereum, Bitcoin avec un B majuscule, et Google sur le même pied d'égalité. Au-dessus de Google, ou au-dessus d'Apple, vous avez en fait ce qu'on appelle des softs, enfin je sais plus comment, je sais plus le nom, c'est iOS par exemple pour Apple, ou Android par exemple pour Google. Pour moi en fait vous avez une couche supplémentaire qui s'appelle Layer 2. Et les Layer 2 vous en avez plein, si vous prenez les NTF, vous avez Solar, vous avez VV, on avait parlé hier d'ILV, ces fameux Layer 2 en fait, et c'est beaucoup, et je vois beaucoup de personnes qui disent ça en fait c'est l'applicatif. Pour moi c'est pas du tout l'applicatif en fait, c'est Layer 2. Pour moi c'est le service. Vous comprenez ? En somme, iOS par rapport à Apple ou par rapport à un smartphone, c'est le service qui va pouvoir accueillir de l'applicatif. Au même titre que tous ces Layer 2, qui pour moi est le service, vont demain accueillir les applicatifs. Et côté Google, vous avez Android, qui est en fait le service de Google qui va proposer des applicatifs. Et c'est pour ça que, bien évidemment, pour moi, des Layer 2, si vous prenez même Polygon Matic, etc., pour moi, c'est juste le service qui est adossé à la blockchain Ethereum par rapport à ces smart contracts pour pouvoir, après-demain, créer ce qu'on appelle l'applicatif. On a des trucs très bancals en ce moment sur ce qu'on peut imaginer d'être de l'applicatif, mais pour moi, il y a quelque chose d'encore plus grand qui devrait arriver. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis, et que moi j'ai personnellement la conviction qu'on est au début de quelque chose et qu'on n'a encore rien vu du champ des possibles de l'applicatif qui serait adossé à ces services de Layer 2 par rapport à des technologies blockchain de Layer 1 comme Ethereum, comme Tezos, ADA, Solana, etc. Et à l'intérieur même des tokens qu'on utilise nous et sur lesquels on investit, mais plutôt sur de l'analyse technique et non pas forcément fondamentale. Bien évidemment que probablement que ADA, Sol, Tezos ne sera pas au même niveau demain qu'aujourd'hui et qu'il y en a une par rapport à l'autre va se surperformer. Peut-être que dans 10 ans, ADA, on n'en aura tout simplement plus parlé. Comme aujourd'hui, si vous prenez un peu les services adossés à Internet, je vous prends AOL, je vous prends Lycos, je vous prends Yahoo, on va pas se mentir, on l'utilise quand même moins. Et dites-vous que c'est Yahoo, c'est moteur de recherche, Google, il y avait aussi Orange qui avait créé son propre moteur de recherche, qui n'avait jamais vraiment marché. Ces trucs-là, dites-vous que c'est aujourd'hui, pour moi, dans ma représentation que je me fais des technologies et des produits de technologie blockchain qui nous sont mis à disposition sur l'échangeur, après qu'on puisse parier dessus par des tokens, etc., c'est clairement l'ADN de la décentralisation qui veut ça, c'est une conséquence à ça, pour qu'on puisse s'y intéresser, bien évidemment, et qu'on mette nos sous dedans. C'est le but, c'est comme ça qu'elle se finance, bien évidemment. Et pour moi, c'est un petit peu, c'est Yahoo, Google, AOL, c'est du Tezos, du ADA, du Solana, du DOT, du Waze. Pour moi, c'est clairement ça. Et au-dessus, vous avez clairement de l'applicatif qui commence à essayer de devenir de l'applicatif. Mais regardez, si vous prenez l'applicatif de iOS ou de Android, vous avez Facebook, par exemple, vous avez WhatsApp, vous avez Snapchat, vous avez TikTok. Tous ces trucs-là n'existeraient pas, en réalité, sans iOS ou sans Android ou sans des moteurs de recherche. Alors, vous allez me dire si, parce que Facebook.com, c'est directement sur du HTTP ou sur Internet en lui-même. Oui, mais en réalité, y aurait-il eu vraiment un sens pour pouvoir aller sur... c'est clairement de l'applicatif de réseau social. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister si ce qui se passe en dessous n'existe pas. Je dis juste en fait que c'est des sous-couches qui permettent de faciliter l'accès, fluidifier l'accès, sécuriser l'accès, etc., etc., etc. Et c'est là où en fait où Chainlink intervient. Chainlink, c'est adossé, c'est une sous-couche, c'est un oracle en fait adossé à la blockchain Ethereum qui permet réellement trois choses. Comme ça, je résume
totalement ce que je pense moi de Chainlink. En fait, Chainlink ne sert juste à fournir des données à des smart contracts qui sont fiables, réels et inviolables. Voilà, l'idée de Chainlink, c'est ça. C'est d'apporter de la donnée, de la data, pour dire, voilà, coucou réseau Ethereum, ce que je t'apporte, c'est fiable, c'est réel et c'est valide. Il y a beaucoup d'exemples qui reviennent sur Internet et on prend beaucoup les paris sportifs, parce que c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre. On va mettre en place un smart contract, vous allez parier, on va tous parier sur le Discord, sur un match de foot France-Brésil, par exemple. Il y en a beaucoup qui vont parier sur un match nul, beaucoup qui vont parier sur 2-1, beaucoup qui vont parier sur 3-0, petite fractale, 3-0 contre le Brésil pour la France, d'autres vont parier pour le Brésil. Donc tout ça, on va passer ensemble un contrat. Tous ensemble, on va mettre un contrat sur la blockchain Ethereum. Que va faire en fait Chainlink à ce moment-là par rapport à nos paris sportifs? Et bien en fait, Chainlink va aller chercher le résultat du match. Ah oui, parce que Ethereum, il n'en sait rien, lui. Lui, il a créé un contrat. Mais comment on sait qui a gagné en fait? Bah, c'est Chainlink qui va arriver et qui va chercher cette donnée-là, cette data-là, et qui va la fournir dans le smart contract. Et Chainlink va dire, bah, c'est très simple, il y a eu 3-0. Et Chainlink promet, en donnant cette information-là au smart contract qui est sur la blockchain Ethereum, que cette donnée-là est réelle, est inviolable et est fiable. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on revienne un peu plus en profondeur sur ces aspects psychologiques ou un peu lointaines, mais ça, je préfère vous rediriger vers d'autres chaînes comme Crypto Jones, comme d'autres. On file aussi de trade. Pro Indicator rentre beaucoup dans ces super détails-là. Il a plus de 15 ans, je crois, d'expérience ou plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il est tombé de cryptologie, il s'en passionne. Pro Indicator, beaucoup de très très bonnes informations, même s'il est aussi beaucoup dans l'analyse des ranges. Très intéressant d'aller chercher ces données-là. Utilisez-nous, nous influenceurs sur Internet, comme des billets de confirmation, des billets psychologiques ou des levées de billets psychologiques supplémentaires. Bien évidemment, on ne sert que pour vous servir et nous servir, bien évidemment, avec un grand N. Merci à tous, à demain dans une prochaine vidéo du Rudy Weekend. Ciao.